Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Il fait beau dehors. Ceux qui ont des travaux, là, qui ont leur haie à briller, puis on sert le barbecue, puis on doit ramasser là, la table de pique-nique, puis ce qu'il y a dehors. Je vous remercie de prendre le temps d'être ici au lieu de faire ces activités automnales. Alors, je veux juste préciser parce que mon collègue Simon Grondin a mentionné potentiel évoqué, puis là, je voyais parmi vous dire « Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, des potentiels évoqués? » Ni plus ni moins, mon dada à moi, M. Morin, tantôt a parlé de l'hyperactivation physiologique. Vous vous souvenez quand il parlait d'insomnie, qu'on est tout tendu, qu'on est anxieux et ainsi de suite? Moi, je regarde, quand votre chambre à coucher devient une menace, quand elle devient là, associée, le conditionnement, moi, ce que j'aime, c'est d'aller voir les ondes au niveau du cerveau. Puis j'étudiais à ce moment-là ce qu'on appelle l'hyperactivation corticale. Puis la mesure que je prends, ou la technique que je prends, c'est les potentiels évoqués. Puis les potentiels évoqués, c'est, je vous présente des sons, ce qui peut être un peu bizarre, mais le temps que vous dormez, je vous fais bip, 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 boop, bip, 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 boop dans les oreilles. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va aller stimuler votre système nerveux, votre système cortical, puis il va y avoir des réponses. Puis je vais regarder les réponses. Puis à ces réponses-là, moi, ça me donne une indication si telle ou telle personne est plus hyper activée ou plus activée qu'une autre. Alors, c'est mon dada à moi, OK? Bon, là, je vous avoue que je me sens un petit peu comme Robocop. J'ai plein de fils, j'ai plein de trucs. Puis, si vous me voyez rire en cours de conférence, ça se peut que ce soit vous, mais c'est parce qu'il y a un petit micro ici, puis ça vient me chatouiller juste en dessous. Alors, je vais essayer quand même de demeurer sérieuse. Alors, je débute ma conférence aujourd'hui en vous parlant, évidemment, le docteur Morin a parlé d'insomnie beaucoup. Je vais vous en parler un petit peu aussi aujourd'hui, mais surtout, quand l'insomnie devient un symptôme d'un autre trouble du sommeil, ou quand l'insomnie, vous avez l'impression que vous dormez vraiment mal, c'était le titre de ma conférence. En fait, j'ai encore mal dormi, mais pourquoi? Alors, quand l'insomnie devient ce que vous allez présenter à un autre professionnel de la santé, mais qui résulte probablement d'un autre trouble du sommeil. Alors, je vais en parler dans ce cadre-là. Aujourd'hui, j'entends regarder avec vous qu'est-ce que c'est que l'apnée centrale et obstructive. On va parler d'apnée mixte un petit peu. Le syndrome des jambes agitées. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Dr. Morin en a parlé un petit peu, mais à peine. Les mouvements périodiques des membres pendant le sommeil. On va aller voir un peu de somnambulisme et de somniloquie. Mais qu'est-ce que c'est? La somniloquie, c'est se parler ou parler pendant son sommeil. Parce que vous savez que deux personnes peuvent se répondre tout en dormant aussi. C'est possible. Alors, on va regarder ça un petit peu. Si j'ai le temps, alors je me suis gardé 2 ou 3 autres troubles en réserve si jamais on a du temps, puis si je vois que vous êtes toujours réveillés. Alors, on va continuer à ce moment-là. Alors, débutons tout de suite par quelques questions de base, OK? La première question, avez-vous des difficultés à vous endormir? Deuxième, avez-vous des difficultés à rester endormi pendant la nuit? Avez-vous des difficultés à rester éveillé durant le jour? Celle-là, elle est importante. Bien, pas que les autres ne le sont pas, mais celle-là est particulièrement importante aussi. Et finalement, vous arrive-t-il de vous endormir à des endroits ou à des moments inappropriés? Alors, vous pouvez répondre oui ou non. Comme ça, petit sondage rapide dans la salle. Qui parmi vous a répondu au moins oui à 2 de ces questions-là? Oh boy, OK. Est-ce qu'on a oui à 3 de ces questions-là? Ah, bien, ça commence à être vraiment sérieux, hein? Et j'aurais pu ajouter la question aussi, est-ce que vous avez un sommeil non récupérateur? Ah, on a des gens, on vient toucher, OK. J'aimerais mentionner que ce n'est pas à ce moment-là, ces questions-là, OK, ne font pas référence à la privation de sommeil, tout comme nous l'a présenté M. Morin auparavant, OK? Ça peut quand même devenir un problème. Une petite dernière question. Qu'est-ce qui vous réveille la nuit? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est les enfants qui claquent les portes ou qui se font un lunch ou qui arrivent à 3 heures du matin et on est anxieux parce qu'ils ne sont pas arrivés? Ça pourrait être ça.
Dans ces cas-là, douleur, si vous avez une maladie physique, évidemment, ça peut avoir des répercussions sur votre sommeil. Souvent, on va être obligé d'adopter une seule position pour dormir. Par exemple, si on se casse une jambe ou ainsi de suite, notre sommeil va être perturbé. Mais on parle à ce moment-là de perturbation qui est plus ponctuelle. Alors, c'est temporaire. Le bruit, évidemment, si vous si vous demeurez au-dessus d'une discothèque ou d'un dépanneur ou quelque chose comme ça, il y a peu de choses qu'on peut faire pour vous, malheureusement. C'est externe, alors on n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, si c'est un ronfleur, on pourra toujours en parler plus tard, OK? Un ronfleur ou une ronfleuse, parce qu'on doit dire que les femmes ronflent tout autant que les hommes, d'accord? Les enfants, est-ce qu'on a du contrôle sur les enfants? Oui, non, un peu. Mais sur notre inquiétude, on peut en avoir. On peut coucher avec des bouchons dans les oreilles aussi pour ne pas entendre les enfants, mais on s'entend que... Les réveils spontanés, alors là, c'est autre chose. On se réveille et on ne sait pas pourquoi. On pourra peut-être voir ensemble, ça peut peut-être vous toucher un petit peu plus. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose qui peut nous réveiller? Un animal domestique qui vient nous sauter dessus pendant la nuit ou qui vient nous lécher le visage le matin quand c'est l'heure de se lever. C'est possible en effet. Oui? Les chaleurs de la ménopause. Quel plaisir! En effet, les chaleurs de la ménopause. C'est donc plaisant. Oui, mais il y en a plusieurs femmes à la ménopause qui justement, je vous dis pas, c'est un des facteurs précipitants. Mais souvent, à la ménopause, les femmes vont rapporter, en effet, avoir des difficultés de sommeil qui sont liées particulièrement aux chaleurs pendant la nuit. Il y a une autre hypothèse qui a été mise de l'avant. J'entends très bien vos bouffées de chaleur pendant la nuit qui réveillent, mais Dr Morin a justement mentionné que les femmes étaient celles qui rapportaient le plus souvent des difficultés de sommeil. Je voulais juste ajouter un petit peu à ce que lui a mentionné, c'est que, oui, les femmes, peut-être qu'elles le rapportent plus à leur médecin aussi, peut-être qu'elles ont moins de difficultés à en parler que les hommes comme tels. OK? Ça, c'est la première observation que j'aimerais faire. La deuxième chose, c'est que quand il a parlé du sommeil lent profond, les stades 3 et 4, les femmes conservent plus longtemps leur stade de sommeil 3 et 4 que les hommes. OK? Mais quand arrive la ménopause, elles ont un déclin très marqué dans ces stades de sommeil-là. Ce qui fait que pour elles, pour les femmes à ce moment-là, le sommeil devient comme plus fragile, plus subitement que les hommes. Alors, ça peut être une des raisons pourquoi à la ménopause, en plus des bouffées de chaleur, notre sommeil est de moins bonne qualité. C'est pas toutes les femmes qui ont ça, mais toutes les femmes ont un déclin dans les stades de sommeil 3-4, mais pour les bouffées de chaleur, non. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble les différents stades de sommeil. Dr Morin a mentionné plusieurs conséquences des troubles du sommeil et la principale conséquence, c'est en effet la fatigue et la somnolence diurne. On va voir, et surtout dans les cas d'apnée du sommeil, on peut tomber endormi, piquer du nez dans notre assiette, être en train de souper, c'est incontrôlable et boum, on tombe endormi. Vous allez vous installer dans votre lazy-boy après le souper, oups, qu'est-ce qui arrive? On est parti, OK? On peut aussi, comme le docteur Morin l'a mentionné, avoir des accidents de la route, s'endormir au volant. Puis là, ça n'a rien à voir avec votre pic de vigilance comme tel. C'est vraiment dû à un autre trouble du sommeil qui, lui, vous met en situation de privation de sommeil. Puis ce qu'on va voir, c'est que chacun des troubles du sommeil que je vais vous présenter aujourd'hui, dont je vais vous entretenir, chacun de ces troubles-là a un effet sur notre cerveau. Soit qu'on va avoir des micro-éveils, ou soit qu'on va être incapable d'aller dans les stades de sommeil toujours plus profonds. On va demeurer dans des stades de sommeil légers ou on va remonter vers des stades de sommeil qui sont toujours plus légers. Ce qui fait que votre sommeil est moins récupérateur. Alors le jour, il y a les conséquences évidemment de la fatigue et de la somnolence diurne. Donc on a beaucoup de difficultés à rester éveillé. Ensuite, on observe l'augmentation de la présence de comorbidités psychologiques, dépression, anxiété, troubles paniques par moment. Et je vais associer chacun, quand on parlera des différents
troubles, quand on va arriver dans les différents troubles. Finalement, et mon collègue Charles Morin l'a mentionné, il y a une diminution de la qualité de vie. Quand il a parlé d'insomnie, il a mentionné que parfois, notre horaire, ou chez les gens qui souffrent d'insomnie, on organise tout notre horaire autour de nos difficultés de sommeil, toutes nos activités. Par exemple, un copain, une copine vous appelle, « Bon, est-ce que tu veux venir faire telle chose jeudi soir? » Dans ma tête, à moi, je pense, bon, OK, si je dors mal mercredi soir, je dois être en forme jeudi soir, je pense que non. Écoute, on peut-tu confirmer ça jeudi dans la journée au lieu de déjà prendre des engagements? On n'ose pas prendre des engagements parce qu'on a des difficultés de sommeil. Alors ça vient, la qualité de vie, au niveau réseau social, en fait, ça vient diminuer, où on ne veut plus voir les gens, justement, à cause de ces difficultés-là. Non seulement ça, mais si on ne sort plus de chez soi parce qu'on ne sait pas si on va s'endormir pendant le souper chez des amis ou des trucs comme ça, alors on ne veut pas non plus trop s'exposer. Le docteur Morin vous a parlé aussi qu'on pouvait aller à la maison, une boîte. Les troubles dont je vous parle aujourd'hui, on a absolument besoin d'avoir un diagnostic en laboratoire ou avec la petite boîte qu'on s'en va à la maison. Alors là, moi, je trouve que j'ai l'air de Robocop ou que j'ai beaucoup de fils aujourd'hui, mais imaginez-vous aller vous faire poser les électrodes puis être au volant de votre voiture puis vous en aller à la maison. On se fait regarder, parce que je teste souvent des appareils ambulatoires comme ça, puis on a de l'air un peu de quelqu'un qui vient de l'espace, si vous voulez. Enfin, quand vous êtes en laboratoire, c'est ce à quoi ça ressemble. Et puis, oh oui, on peut aller à la maison avec un enregistrement, comme je vous disais, ambulatoire. Pour la plupart des troubles du sommeil, quand on veut diagnostiquer un trouble du sommeil, outre l'insomnie qui est, elle, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic comme ça, on fait un laboratoire de sommeil où on vous envoie à la maison avec tout l'appareillage quand on veut voir si vous ne souffrez pas d'apnée, de mouvements périodiques des membres, de syndrome de jambes agitées. On va voir ces différents troubles-là. Puis même dans les cas de somnambulisme, on va vous envoyer à la maison avec l'appareillage où on vous demandera de venir en laboratoire pour l'évaluation. Alors, c'est très intéressant parce que quand on parle d'apnée, pas d'apnée, mais je veux dire, quand on parle de difficultés de sommeil, qu'on vous amène, ou on vous demande de porter l'appareillage, vous avez besoin d'un diagnostic, on vous met un petit truc dans le nez pour aller mesurer les ronflements. On vous met des bandes thoraciques et abdominales. Alors, vous avez des bandes qu'on serre autour ici pour mesurer votre effort ventilatoire. On met un truc sur le doigt. Puis là, je vous donnerai pas le doigt, là, ça dépend. Des fois, on le met sur l'index, des fois sur le majeur, pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang. Puis, on va aussi vous mettre des électrodes sur les jambes. Donc, en plus des électrodes sur la tête, vous avez des électrodes sur les tibias, de façon à aller voir si vous ne donnez pas des coups pendant la nuit. OK? Alors, on va débuter maintenant en essayant de trouver chacun des troubles du sommeil, puis essayez de voir parmi vous ou votre partenaire, si elle vous accompagne aujourd'hui ou si elle vous a rapporté ça, si vous éprouvez, vous avez remarqué certains des phénomènes suivants. Alors, difficulté à respirer et ou pause dans la respiration. Avoir le souffle court ou encore des ronflements. Et je dirais ici des ronflements bruyants. Est-ce que déjà, il y a des gens qui se reconnaissent? Oh, OK. Si j'ajoute ça, mal de tête matinal, douleur à la poitrine, se lever avec la bouche sèche, on a de la misère. Ou le partenaire ou vous-même, vous vous rendez compte que vous changez de position souvent ou bougez souvent les membres dans votre sommeil. OK? Des mouvements corporels fréquents. Si vous avez plusieurs de ces symptômes-là et que le lendemain, vous vous sentez fatigué, vous vous levez et vous n'avez pas l'impression de vous avoir reposé pendant la nuit, il y a de fortes chances que vous souffriez d'apnée du sommeil. Je ne vous dis pas que nécessairement c'est ça, mais c'est possible. Alors, l'apnée du sommeil,
c'est quoi? Puis là, je ne serais peut-être pas tellement gracieuse, mais ça peut ressembler, quand le partenaire dort, à quelque chose comme ça. Là, on fait un petit peu un petit cochon, si vous voulez. Là, il y a une inquiétude pour le ou la partenaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, si on regarde l'apnée, c'est caractérisé par un arrêt ou une diminution de l'effort ventilatoire pendant le sommeil. Et cet effort-là est associé à une désaturation en oxygène. Je vous disais tantôt qu'on met un capteur en oxygène. De façon normale, nous, quand on n'a pas de difficulté de sommeil, quand on dort bien, on se tient à 97-98% l'apport en oxygène au cerveau et tout va bien, ce qui circule dans notre sang. OK? Chez les gens qui souffrent d'apnée, on a vu une désaturation en oxygène, donc on diminue le taux d'oxygène qui peut aller jusqu'à 70%. OK? Ça peut même aller en deçà de ce nombre-là. Alors, l'apnée, c'est caractérisé, comme je disais, par un effort, une diminution ou un arrêt dans l'effort ventilatoire pendant le sommeil qui est associé à une désaturation en oxygène. 2 à 4% de la population générale souffre d'apnée du sommeil. C'est un des troubles qui est le plus prévalent. Okay? Un trouble où le docteur Morin vous a parlé, 10% de la population de difficultés chroniques de sommeil. On parlait d'insomnie chronique, d'insomnie qui se tient seule. Donc, de l'insomnie qui n'est pas comorbide ou qui ne se présente pas avec de l'anxiété ou de la dépression. Si on parle d'anxiété, dépression, de l'insomnie qui se présente avec ces troubles-là, alors là, on peut parler, les études varient entre 40 et 88%. Alors, comme quoi, il y en a beaucoup. Ici, je vous parle 2 à 4% de la population générale, c'est exclusivement de l'apnée. Alors là, on n'a pas d'autre chose, on n'a pas d'autre problème. C'est l'apnée qui est le problème. D'accord? Ça touche surtout les hommes de 50 ans et plus. Et puis, je vous dirais que c'est 90% des hommes, c'est 90% de ceux qui souffrent d'apnée que ce sont des hommes. OK? Alors, il y a 10%, c'est des femmes. On va regarder maintenant les 3 types d'apnée différents. Donc, on a l'apnée centrale, l'apnée obstructive et l'apnée mixte. L'apnée mixte, elle combine la centrale et obstructive. Le syndrome d'apnée centrale, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a vu qu'il y avait des pauses, une diminution dans l'effort ventilatoire ou arrêt complet dans l'effort ventilatoire. Dans l'apnée centrale, le cerveau, il n'envoie pas le message aux poumons de respirer. Donc, c'est un problème de communication entre le cerveau et nos poumons. OK? Vous savez, ça peut être fort inquiétant pour la conjointe ou le conjoint qui est installé à côté de quelqu'un qui a une pause dans la respiration. On peut même passer la nuit à s'assurer que l'autre va recommencer à respirer à côté. Combien de temps? OK? Les pauses peuvent aller jusqu'à 1 minute et même plus. On a enregistré des fois plus longtemps qu'1 minute, une pause. Donc, la personne ne respire pas. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Avez-vous une idée avec ce que je vous ai dit qu'il y avait comme indice physiologique? Exactement. Il y a une baisse en oxygène, donc il y a une diminution de l'oxygène sanguin. Qu'est-ce qui arrive? On a une pause dans la respiration, puis il y a moins d'oxygène. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre symptôme physique ou autre chose qui pourrait se présenter? Pardon? Le cœur. Il y a quelqu'un qui a dit le cœur. Exactement. On ne respire pas, il y a une baisse d'oxygène. Qu'est-ce que vous pensez que votre cœur fait? Il part. On va dire de la tachycardie ou de la bradytachycardie, les deux. Alors là, le cœur devient un petit peu fou. En fait, l'apnée centrale, tout comme l'apnée obstructive, est associée beaucoup à des maladies cardiovasculaires. Alors, puis bien souvent, ce n'est pas l'apnée qui va amener la personne à l'hôpital, mais ça va être plus, justement, un problème cardiovasculaire. Puis c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que c'est l'apnée qui est en arrière de tout ça. OK? Sans compter
la pression artérielle qui est élevée pendant le jour. Alors ça peut être une autre conséquence de l'apnée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre individu, dans les cas d'apnée centrale, rapporte de la somnolence diurne excessive ou de l'insomnie. Il n'a pas bien dormi. Alors, bien souvent, on va retrouver des gens qui s'endorment au volant. Dr. Morin, tantôt, disait, bon, là, si vous sentez que vous êtes en train de vous endormir, arrêtez-vous sur le côté. Dans les cas d'apnée, c'est qu'on s'endort à des moments ou dans des endroits inappropriés. Donc, on ne peut pas le combattre. On ne le voit pas venir. On est très somnolent et on perd le contrôle, on tombe endormi. Alors, les risques de s'endormir au volant sont extrêmement élevés. La personne elle-même, elle ne sait pas, elle, qu'elle a des pauses dans la respiration. C'est le conjoint ou la conjointe qui donne des coups de coude, qui le réveille. « Hey, respire! Tu respires-tu, là? Fais quelque chose! » C'est souvent ça qui se produit. On voit aussi que dans l'apnée centrale, il y a des plaintes possibles de dépression et ou diminution de la libido. On remarque beaucoup que chez ces personnes-là, le désir sexuel diminue. Ça peut être en lien justement avec l'oxygène ou ça peut être en lien avec la dépression. Alors, tous les deux viennent de pair, souvent. On voit évidemment des épisodes fréquents d'absence respiratoire. Je vous parlais tantôt que quand vous manquez, on avait besoin d'enregistrer au niveau du cerveau ce qui se passait, c'est qu'on remarque, nous, on donne un index à l'heure. OK? Puis à chaque fois qu'il y a une pause dans la respiration, puis quand la personne revient, elle court après son souffle, OK? Puis elle retrouve le souffle, on voit un petit éveil au niveau du cerveau. Pas un gros éveil, juste un petit quelque chose. Où je vous disais qu'elle remonte tout le temps dans les stades de sommeil plus légers. Qu'est-ce qui fait? C'est que son sommeil est toujours interrompu par des petits éveils comme ça. On regarde les index à l'heure. Alors, si vous avez 5 fois à l'heure, c'est pas beaucoup, ça va bien. 10 à l'heure, oups, ça commence à être un petit peu plus, on dirait un trouble moyen. 15, on s'en va vers le sévère, OK? Mais il y a beaucoup de gens que c'est plus que ça. En vieillissant, presque tout le monde, on a un petit peu notre index, on peut dire qu'elle est plus normale dans les 10, OK? Dans les 10, là, c'est normal. Puis le docteur Morin, tantôt, vous a parlé aussi du sommeil paradoxal. En sommeil paradoxal, c'est normal qu'on ait des petites pauses dans la respiration. Pendant ce stade de sommeil-là, notre cœur va un petit peu partout, la respiration joue également. C'est en lien avec l'imagerie qu'on a pendant le rêve qu'on a. Alors, c'est normal, notre système nerveux central, si on veut, est un petit peu déstabilisé pendant ce stade de sommeil-là. Les caractéristiques sont associées surtout à l'apnée centrale. Alors, étouffer ou suffoquer, chercher son air, avoir des mouvements corporels fréquents. La personne va bouger beaucoup dans son sommeil. À chaque fois, pratiquement qu'il y a un petit éveil, elle va bouger. Tu sais, quelqu'un qui se réveille le lendemain matin, là, puis les draps, là, partout, là, ou emmailloté pratiquement dans les draps, ou qui est tout le temps en train de vous voler la couverte pendant la nuit, là, si vous voulez, là. Alors, ça pourrait être associé. Cyanose pendant le sommeil, cyanose. Quand un enfant vient au monde avec le cordon autour du cou, le bébé est bleu. C'est un peu ce qu'on est, parce qu'il manque d'oxygène. Ça peut venir jusqu'à ce point-là pendant le sommeil chez les gens qui souffrent d'apnée. Donc, ils peuvent prendre une teinte bleuâtre. La peau peut avoir une teinte bleuâtre. Si on regarde maintenant l'apnée obstructive, dans l'apnée obstructive, le cerveau, il envoie bien le message. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a surtout un blocage au niveau des voies respiratoires. Quand on parle de blocage au niveau des voies respiratoires, ça peut être aussi simple que coucher sur le dos. Être couché sur le dos, puis votre luette, OK? Cette chère petite luette qui est impliquée dans le ronflement en passant, parce qu'elle vibre beaucoup dans le ronflement. Votre mâchoire, la mâchoire tombe, la luette vient bloquer les voies respiratoires. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être du tissu graisseux qui vient bloquer aussi les voies respiratoires. Alors, ça veut dire que la personne, elle essaie de respirer, mais elle en est incapable parce qu'il n'y a pas assez d'air qui passe. Alors, l'apnée obstructive, c'est différent. Donc, on a le message,
On peut respirer, on est capable de respirer, mais c'est bloqué, l'entrée d'air n'est pas suffisante. À ce moment-là, évidemment, on a encore quelqu'un qui rapporte de la somnolence diurne excessive ou de l'insomnie, parce que la plainte commune, il va arriver chez le médecin et il va dire « Ah, moi je dors pas bien », puis le médecin va poser quelques questions. Et puis, généralement, on va traduire ça en un trouble d'insomnie. La personne est encore inconsciente, elle ne se rend pas compte qu'elle a ces difficultés-là. C'est le conjoint ou la conjointe qui va s'en plaindre. On a encore des épisodes très fréquents d'obstruction respiratoire. Et les caractéristiques principales associées sont le ronflement bruyant, les maux de tête matinaux, causés surtout par justement le manque d'oxygène, et la bouche sèche à l'éveil. Parce que vous avez quelqu'un qui souvent dort sur le dos, qui ronfle et qui a la bouche ouverte. Alors, le matin, on a tous les éléments mis ensemble pour justement avoir la bouche sèche à l'éveil. Si on regarde les différents traitements de l'apnée, la première chose que j'aimerais vous dire, parce que c'est associé à l'insomnie, il y a beaucoup de gens, quand ils vont rencontrer leur médecin, que le médecin, si on ne fait pas un examen complet, si on ne vous pose pas les questions, un peu comme moi j'ai fait au début, allez voir chacun des symptômes. La première chose qu'un médecin va faire, ou enfin, puis je sais que c'est une perception d'aide que lui il a, c'est de vous prescrire un médicament pour dormir. C'est pour ça souvent qu'on va voir le médecin aussi ou pour voir quel trouble. Si on vous prescrit un benzodiazépine, le docteur Morin, tantôt, a mentionné qu'il y avait certaines conséquences aux benzodiazépines. Donc, par exemple, la dépendance qu'on peut développer, que notre sommeil est moins profond, qu'on a moins de stades 3 et 4, qu'on a plus de stades de sommeil léger. Il y a une autre conséquence à la prise de benzodiazépine, puis c'est celle-ci. C'est que ça occasionne une certaine dépression qu'on appelle respiratoire. On ralentit le système, on respire moins grand, si on veut, ou on emplit moins nos poumons d'air quand on prend un benzodiazépine. Maintenant, imaginez-vous si vous souffrez d'apnée et vous prenez un benzodiazépine. Pardon? Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas du tout ensemble. De là, l'importance d'avoir un diagnostic puis d'avoir un traitement qui est approprié pour l'apnée. OK? Dans presque tous les cas d'apnée, le traitement qui est le plus approprié en ce moment, c'est la pression positive d'air continu. Ce qu'on appelle notre CPAP, OK? Qui ressemble à un appareil qui ressemble à ça. Il y en a des plus élégants sur le marché en ce moment, mais il y en a des pires aussi. Alors, cette machine-là, ça l'envoie de l'air de façon régulière, comme si c'était la respiration. Pour l'apnée centrale, c'est essentiel. Pour l'apnée obstructive, ça l'aide énormément aussi. OK? Pour l'apnée obstructive, surtout dans les cas d'apnée obstructive, il y a certaines interventions chirurgicales qu'on peut faire. Je vous ai parlé de la luette tantôt. Alors, on peut, avec laser, diminuer, si on veut, l'ampleur des tissus graisseux. On peut aller en enlever un petit peu. On peut diminuer la grosseur de la luette. Il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Il y a quand même certaines mesures préventives que l'on peut prendre. Premièrement, consommation d'alcool et de somnifères. Je viens de vous mentionner. L'alcool est un dépresseur, un excitant, mais aussi un dépresseur du système nerveux central. Donc, ça ne l'aidera pas pour l'apport en oxygène. Puis, au niveau de la respiration. Ne pas dormir sur le dos et éviter la privation de sommeil. Pourquoi ne pas dormir sur le dos? On a plus tendance à ronfler sur le dos. Donc, on évite, on essaie de se repositionner. On disait même, il y a plusieurs années de ça, puis c'est un vieux truc, puis si vous êtes capable de l'appliquer, tant mieux. Mettez une balle de tennis dans le lit. Une balle de golf, c'est un peu trop dur, là, puis c'est un peu petit, mais une balle de tennis dans le lit, à chaque fois que vous allez rouler pour aller vous coucher, vous allez arriver sur la balle de tennis. Oups, non, ça on n'est pas bien, on se déplace et on retourne sur le côté. Au moins, on va diminuer le fait de dormir sur le dos. Ça peut aider. Ou mettez quelque chose dans le lit. Mettez pas des clous, là, je vous en prie, là, mais n'empêche. OK?
Alors, ne pas dormir sur le dos et éviter la privation de sommeil. Comme le docteur Morin l'a mentionné, si on est privé de sommeil, à ce moment-là, ben, on va récupérer aussi, on va tenter de récupérer. Puis en plus, il y a la somnolence diurne. On est déjà hypothéqué au niveau de la somnolence parce qu'on a des pauses dans la respiration pendant la nuit. Pour l'apnée obstructive, surtout, perdre du poids, c'est une des choses qui est la plus importante. Parce que le plus on a du poids de surplus, si vous voulez, le plus à ce moment-là, il y a une accumulation de tissus graisseux et on augmente nos chances de souffrir d'apnée. Alors, perdre du poids, ça peut être extrêmement bénéfique pour les gens qui font de l'apnée obstructive. Un des signes, vous pouvez regarder les gens qui font de l'apnée, surtout l'apnée obstructive, quand vous mettez vos chemises, puis vous êtes toujours incapable d'attacher le dernier bouton, pas que vous ne voulez pas que vous voulez laisser voir votre chest, là, si on peut dire, là, mais vous n'êtes pas capable d'attacher le dernier bouton, il n'y a aucun collet de chemise qui vous fait, ça peut être un signe, parce que les gens qui souffrent d'apnée ont généralement un cou très, très, très large. OK? Maintenant, je vous pose comme ça la question, est-ce que votre prothèse dentaire est bien ajustée? Si je vous pose la question, c'est que ça arrive parfois que des difficultés d'apnée sont tout simplement causées par une prothèse dentaire qui est mal ajustée. On dort avec nos prothèses, mais la prothèse tombe un petit peu dans la bouche. Ça empêche justement l'air, ça occasionne un certain blocage d'air, puis notre prothèse, ben, c'est elle qui est responsable de nos pauses respiratoires pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr, ici vous avez un exemple un peu d'un homme qui porte le masque du CPAP, elle est un petit peu exagérée, mais quand même qu'elle est là. Et vous avez une dame ici qui est vraiment pas contente, OK? Parce que son conjoint ronfle bruyamment. Alors, évidemment, mesdames, des bouchons pour les oreilles, mais il y en a qui ont trouvé aussi d'autres façons. Puis je vous dirais que faire chambre à part, OK, il y a plusieurs qui offrent pour ça, que ce soit pour le ronflement ou parce que la personne souffre d'apnée ou on n'est pas capable de dormir. Nous-mêmes, on a des difficultés de sommeil, on commence à faire l'insomnie parce que l'autre ronfle trop ou ainsi de suite. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais on commence à faire chambre à part. Puis pour plusieurs, c'est perçu comme « Ouf, qu'est-ce que c'est ça? Ça se fait pas, ça, de ne pas dormir dans le même lit que son mari ou que sa femme, c'est impossible. » Mais je vous dirais qu'il y a des couples qui réussissent très bien de ce côté-là. Parce que ça devient une façon de... On prend un rendez-vous quand on veut faire des choses. Alors, je ne vous dis pas, allez-y gaiement, mais sauf que faire chambre à part, c'est pas si terrible que ça. Puis ça permet au conjoint ou à la conjointe de récupérer souvent. OK? Mais je vous dirais plus d'aller consulter et d'aller voir s'il n'y a pas un problème à régler, s'il n'y a pas de l'apnée, puis si on ne peut pas régler. La plupart des dames dont le conjoint ont un appareil à pression d'air positive continue réussissent à s'habituer au son de la machine, parce qu'on entend tout le temps, il y a du vent constamment, ou le bruit n'est moins de montée et pousser d'air. On réussit à s'habituer, mais ça peut être dérangeant. Pour les hommes ou les femmes qui ont apporté un tel appareil ou je veux dire, c'est pas 24 heures, là, c'est juste la nuit pendant qu'on dort qu'on a cet appareillage-là, c'est pas facile. OK? Je vous dirais que c'est dur de s'habituer. Ça peut prendre plusieurs semaines. Puis il y a des gens qui vont laisser tomber au bout de plusieurs semaines, justement parce que ils n'ont pas l'impression que ça fait effet. Donnez plus que 2 semaines, 3 semaines. Puis une fois que vous avez vraiment commencé vous allez vous habituer. Pourquoi? Parce que vous allez voir les bénéfices pendant la journée. Quand on vient à bout de passer à travers toute sa journée sans se sentir somnolent, qu'on ne tombe pas endormi quand notre conjoint nous parle, pas parce que c'est plate ce qu'elle dit, là, mais parce qu'on n'est pas capable de combattre, je vous dirais que quand on retire ces bénéfices-là, on va continuer à utiliser la machine. Moi, je rencontre des gens, je voyage quand même assez régulièrement. Puis, dernièrement, j'ai vu un homme sur l'avion, puis il avait sa mallette à côté, puis je lui disais, « êtes-vous on jase quand on a des longs voyages à faire avec nos voisins de siège, souvent. »
Puis, il y avait sa machine à CPAP. Là-dedans, il y avait son CPAP, que lui, il l'amenait partout, puis il revenait de faire un colloque, puis il était, s'il n'y a pas ça, il n'est pas bien, il ne fonctionne pas le jour, il n'est pas capable de rester éveillé. Alors, il s'est habitué, puis ça va très bien. Si on passe à notre deuxième trouble, est-ce que vous ou votre partenaire avez remarqué un des phénomènes suivants? Sensation de fourmis ou de douleur dans les jambes, les mollets, ou encore incapacité à tenir ses jambes en place. Avoir des impatiences musculaires. Si on travaille assis toute la journée, à un moment donné, on est obligé de se lever, on éprouve le besoin de bouger, que ça va donc mal. Bon. Est-ce que, si vous avez répondu oui, probablement que vous souffrez du syndrome des jambes agitées, okay? Ou ça pourrait être un des troubles associés. Alors, si on regarde, syndrome des jambes agitées, ça l'empêche l'endormissement. Alors ici, on va avoir des difficultés à s'endormir. Pourquoi? On va avoir ces impatiences-là, on va sentir les jambes lourdes parfois, OK? Ou on sent comme un peu, comme si on ouvrait une canette de Pepsi ou, je ne sais pas, du Coke. Prenez la sorte que vous voulez, on l'ouvre, puis vous savez les petites bulles que ça fait, le fritz, là, mais on sent que c'est un peu ça qu'on a dans les jambes. Alors, on va se coucher, on s'étend, puis là, ça commence. Des fourmis dans les jambes, tu sais, là, on se sent pas bien. On se lève, on marche un petit peu, après ça, on retourne au lit, on se recouche encore. Alors, on peut être 1 heure, 1h30, 2 heures à faire ça, avant de finalement être capable de s'endormir. C'est un trouble qui est essentiellement physiologique. Il n'y a pas de cause psychologique à ça. Alors, c'est physiologique, ça nous vient d'une certaine déficience. On a remarqué qu'il y a plusieurs conditions médicales qui peuvent être associées. L'anémie, l'insuffisance rénale, l'arthrite rhumatoïde, le diabète, le Parkinson. Alors, ce sont tous des conditions qui peuvent être associées au syndrome des jambes agitées. L'âge moyen pour commencer à en souffrir, 27 ans. Dr Morin, tantôt, vous a parlé, bon, que ça change avec l'âge, là, les différents cycles de sommeil, les différents stades de sommeil. Moi, je sais par expérience qu'à 20 ans, 22 ans, on commence déjà à avoir un déclin dans nos stades de sommeil profond. Puis, il ne faut pas non plus penser que c'est toutes les personnes âgées, comme il a dit, c'était un des mythes, qui va souffrir d'insomnie ou qui va avoir un problème de sommeil. Ici, il y a à peu près... on estime à 35 à 40% des troubles, tout au complet, troubles ou désordres du sommeil chez la personne âgée. Il en reste 60% qui n'ont absolument rien. Ce sont des bons dormeurs et ils sont très bons dormeurs. Il y a 15% de la population âgée. Quand je parle âgée, bon, OK, je ne veux pas blesser personne ici. Il y a des études qui ont été faites auprès de 50 ans et plus. OK? Ça fait mal d'entendre ça, 55 ans et plus. Mais quand on parle d'âgé, dans le cas ici, 15%, c'est 65 ans et plus. Alors, OK? Parce que si on diminue l'âge, évidemment, il y a une augmentation. Il y a 20% de ces gens-là qui, évidemment, se présentent chez le médecin en disant qu'ils souffrent d'insomnie, qu'ils ont des difficultés de sommeil, et on passe à côté. Le syndrome des jambes agitées est souvent une maladie héréditaire. Si vous en avez eu, s'il y a quelqu'un dans votre famille, votre mère, votre père, c'est presque autant les hommes que les femmes qui vont souffrir de ce désordre-là. On remarque cependant que les femmes, puis surtout les femmes enceintes, dans le dernier trimestre de leur grossesse, vont souvent rapporter à avoir des impatiences musculaires. Alors, les traitements, je vous dirais pour l'instant, je vais en parler plus tard, des traitements qui sont essentiellement plus pharmacologiques, mais syndrome des jambes agitées, j'aimerais mentionner que monsieur, madame, si votre conjoint a de la difficulté ou éprouve des impatiences musculaires, un petit massage en soirée, ça pourrait être fort agréable, OK? Ou encore un peu de chaleur. Mais quand je parle d'un peu de chaleur, allez pas mettre 5 livres de couverture, parce que si vous dormez avec 5 livres de couverture, vous allez aggraver vos difficultés. OK? Ça devient trop lourd, puis on n'est pas capable. Alors, est-ce que vous ou votre partenaire avez remarqué un des phénomènes suivants? Le troisième trouble dont je voulais vous entretenir. Tic ou secousse dans les jambes, bras pendant la nuit,
réveille avec des crampes dans les jambes? Oui ou non? Oui, non, oui, non. Oui, OK. Le syndrome des jambes agitées dont je vous ai parlé tantôt, ça peut être présent toute l'année, ça peut être présent tous les soirs, mais ça peut aussi avoir une rémission. Alors, ça peut être seulement par période. Quelques mois pendant l'année, on peut être libre. On n'a pas du tout. Ça peut être la même chose avec les mouvements périodiques des membres ou encore ce qu'on appelle les myoclonies nocturnes. Et le plus souvent, ce sont les jambes qui sont touchées. Le plus souvent, c'est des tics et des secousses dans les jambes qu'on a. Alors, je veux juste, avant de vous... Je vais essayer de vous montrer. Es-tu là? Oui. Je vous donne un petit exemple de quelqu'un qui souffre de mouvements périodiques des jambes. Regardez bien les jambes. Ben, écoutez, pour travailler en sommeil, il faut être un petit peu voyeur, hein? Je vous dis ça. Alors, je pense que vous avez l'idée générale de ce que c'est. Alors, les mouvements périodiques des jambes ou myoclonie nocturne, qu'est-ce que ça fait? Ce sont des contractions musculaires, telles que vous l'avez vu sur la vidéo. Et souvent, c'est une contraction au niveau du pied. Ça peut aller jusqu'à donner un coup de pied complet à la partenaire ou au partenaire qui dort avec nous. Mais ça peut être aussi les bras. Ça peut être au niveau des bras. Puis ces mouvements-là, on les fait de façon répétitive dans à peu près tous les stades de sommeil. Puis, on les fait aux 20 à 30 secondes. Alors, imaginez, 20 ou 30 secondes, on donne un coup de pied. C'est très intéressant pour la personne à côté, parce que souvent, la personne elle-même, encore une fois, tout comme l'apnée, elle ne sait pas qu'elle donne des coups de pied. Moi, je me souviens, c'est un de mes chums qui me l'avait dit, que je donnais des coups de pied pendant la nuit. Moi, je ne le savais pas. Mais ce que je sais, c'est que je me réveillais avec des crampes, puis obligée de marcher pendant la nuit pour essayer de diminuer les crampes. Alors, encore une fois, c'est un trouble qui est physiologique. Alors, on n'a pas d'explication psychologique. Le syndrome des jambes agitées, tout comme les mouvements périodiques, c'est génétique. Puis moi, l'image que j'ai à chaque fois que je pense à ça, c'est que je vois tout le temps mon grand-père et mon oncle faire un petit dodo, une petite sieste d'après-midi dans le salon chez mes grands-parents. Puis je les vois tous les deux qui s'endorment. Premièrement, j'agace mon grand-père, lève pas tes lunettes, tu ne verras pas ce que tu vas voir dans tes rêves. Bon, à part ces trucs-là, je les vois tous les deux endormis, couchés, un à côté de l'autre. Ben, mon grand-père sur le sofa et mon oncle par terre. Et de façon, on a un synchronisme presque parfait. Ils ont commencé à donner des coups de pied. Toutes les deux, ensemble. Puis ça me fascinait de les voir dormir. Puis tous les deux se sont toujours plaints d'avoir des difficultés de sommeil. Pas d'avoir des difficultés de sommeil, mais d'avoir le sommeil très léger. Et tous les deux avaient une attitude dans le jour comme quoi, c'est pas grave, on dort pas bien, mais on fait ce qu'on a à faire pendant la journée. Contrairement à l'apnée, on a un peu de somnolence, mais peu de somnolence avec les mouvements périodiques des jambes. Alors, comme c'est 5% des adultes, on en a plus, comme on vieillit, on voit que le trouble augmente aussi. Et il y a 40% et plus des gens qui souffrent de mouvements périodiques des jambes qui vont rapporter de l'insomnie. Comme je vous disais, c'est dans tous les stades de sommeil et toute la nuit. Encore une fois, on peut avoir des périodes où on a une certaine rémission, donc on est libre, on n'en fait pas. Mais il y a des périodes où c'est plus marqué. Les femmes enceintes, encore une fois, on remarque qu'elles en font beaucoup plus. Ou celles qui n'en ont jamais fait, en font.
Les traitements, si on regarde pour les jambes agitées et les mouvements périodiques, premièrement, les benzodiazépines, évidemment pas pour l'apnée, mais pour ces troubles-là, et surtout le Rivotril, qui est aussi un anticonvulsif, qui a des propriétés anticonvulsives, peuvent vous aider à diminuer les difficultés. On disait qu'il y avait un risque de dépendance tantôt, alors on suggère aux personnes d'en prendre 1, 2, peut-être 3 fois semaine maximum, et après ça, on prend une pause. Ou d'intercaler. Le Sinemette, qui est le L-Dopa, qu'on prescrit aussi pour le Parkinson, mouvement des jambes, les mouvements périodiques des membres, mouvements périodiques des jambes, si vous voulez, au myoclonie nocturne, ont été associés au Parkinson. C'est comme si c'était un peu un précurseur du Parkinson. Alors, ça l'aide. Il paraît que le médicament, évidemment, prescrit pour le Parkinson, aide aussi. Il y a certains agonistes dopaminergiques, comme le nom Pramipexole, le Mirapex, sur le marché, c'est ce qu'on voit. Ce médicament-là est fort efficace. Et en plus, pour les gens qui font de l'apnée, c'est efficace aussi, parce qu'il n'occasionne pas de dépression respiratoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'apnée, qui souffrent également de mouvements périodiques des jambes. Alors là, si ces deux troubles-là se présentent en même temps, il faut trouver une façon de traiter les deux. Il y a certains opiacés, la morphine, la méthadone. Bon, de moins en moins, on va utiliser ces médicaments-là, mais quand même, on en a. On sait aussi que le fer, vous avez vu tantôt que l'anémie peut être une des causes justement du syndrome des jambes agitées. Donc, si on a un apport en fer, ça peut diminuer significativement le problème. On sait aussi la vitamine B12 ou le magnésium, ça peut aider. Et puis l'acide folique. Alors, je dis comme le docteur Morin, allez pas dévaliser les pharmacies quand même. Il y en a toute une panoplie de médicaments qu'on peut prendre, mais quand même. Puis comme je disais tantôt, outre une petite pilule ou une petite granule, si on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Les massages. Vraiment la chaleur, mettre de la chaleur aux jambes, ça peut aider. Vous pouvez peut-être vous rendre compte aussi que, par exemple, chez les jeunes femmes, prendre la pilule anticonceptionnelle ou un médicament contraceptif, ça peut occasionner des mouvements périodiques des jambes. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, puis c'est d'aller voir. Mais comme je vous disais, surtout, c'est physiologique et c'est génétique. Bon. Je veux prendre un petit peu de temps pour vous parler, pas d'insomnie, mais parce que là, ici, on va laisser tomber l'insomnie secondaire. Il peut y avoir une certaine fatigue et somnolence le jour. Se promener dans la nuit ou tout simplement s'asseoir dans le lit et encore parler dans son sommeil. OK? Vous avez deviné que je parlais de somnambulisme ou encore de somniloquie. Puis encore une fois, je veux juste vous présenter un beau petit vidéo. C'est le fun, hein? J'essaie de vous tenir réveillé. Je sais pas, j'espère qu'on a du son. Il n'y a pas de son. Oui, je suis bien connectée. Attends. Ah, voilà. Il est un peu tard. Je vais vous le refaire jouer parce que vous n'avez pas entendu, parce qu'il parle en même temps. Et voilà, bon dodo.
c'est pas suivi de rien. Exactement. Oups, là, je vais... Alors, le somnambulisme, on le retrouve surtout chez les enfants, OK? Puis chez les enfants, c'est surtout des comportements symboliques. Par exemple, monter dans le lit ou juste manger un petit quelque chose. Ou, le somnambulisme, ça peut être tout simplement s'asseoir dans son lit ou se lever à côté du lit et se recoucher, tout comme ça peut être des mouvements très élaborés. Moi, je vivais avec une copine en appartement qui, elle, se levait, s'habillait, prenait ses clés, sortait dehors, puis je la retrouvais sur le chemin dans la rue, là, OK? Il y en a qui conduisent leur voiture. On a quelques cas célèbres au Canada, dont un cas célèbre, entre autres, quelqu'un qui aurait tué, puis ça a été prouvé qu'il aurait tué sa belle-mère. OK, non, c'est sérieux, là. Un homme qui aurait tué sa belle-mère, puis ça a été prouvé que c'était un cas de somnambulisme. Alors, il n'avait pas conscience, il n'avait pas connaissance de ce qu'il faisait. OK, allez pas prendre ça comme excuse, il faut que ça soit prouvé quand même. Il a conduit plus de 40 km pour se rendre toujours en dormant. Comme quoi, on peut avoir des comportements très élaborés. Il y a des désordres alimentaires pendant le sommeil aussi. Vous savez, on peut se lever puis manger du gâteau pendant la nuit, se bourrer de, je vous dis pas de protéines, mais de graisse, après ça, se retourner se coucher, puis on ne fait ça qu'essentiellement la nuit. Mais pendant la nuit, quand on fait du somnambulisme, on peut aussi élaborer tout un repas, faire cuire la cuisinière, partir à la cuisinière, sortir les trucs du frigo, et on ne se blesse pas, comme si on a une conscience de ce qui se passe autour. Encore une fois, le somnambulisme, ça peut être génétique. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui en faisait, c'est héréditaire, qui en faisait, nous, chez nous, mon frère, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, c'est tous des gens qui ont fait du somnambulisme. Mais comme je vous disais, c'est surtout chez les enfants. 4 à 15 ans, on va retrouver 15 à 40 des enfants qui font du somnambulisme. 15 ans et plus, il y en a 2 à 9 Chez les adultes, on tombe à 0,4 Puis contrairement, ça ne se passe pas dans le sommeil paradoxal, ni dans les stades 1 et 2, surtout en stades 3 et 4. Si on parle de somniloquie, parler pendant son sommeil, tantôt je vous disais que 2 personnes peuvent être couchées ensemble dans le même lit ou dans 2 lits différents et on se parle pendant la nuit. C'est surtout dans les stades de sommeil léger que ça se produit. Puis, la conversation que vous pouvez tenir avec l'autre personne, elle peut être totalement dénuée de sens, comme si vous posez des questions, on peut vous répondre par des vraies choses. Moi, j'ai eu un plaisir fou avec ma sœur parce qu'on a partagé une chambre pendant longtemps, toutes les deux. J'ai eu un plaisir fou en apprendre sur ses chums, sur ses différentes activités et ainsi de suite. Chose que je mettais dans ma poche en arrière pour après ça l'utiliser contre elle. Non, pas vrai. Non, mais tout de même. Puis comme je vous dis, parfois, c'est dénué de sens, mais parfois, il y a une vérité en arrière de toute chose. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions très, très, très pointues que vous pouvez demander à votre conjoint s'il parle, ou à votre conjointe, mais en tout cas, la réponse n'est peut-être pas celle que vous attendez, OK? Ce qu'on remarque chez les enfants qui font beaucoup de somnambulisme, on voit souvent des traits obsessifs. Des petits-enfants qui aiment avoir que les choses soient ordonnées, pareil, toujours organisées, qui ont fini le devoir, ou puis qui ont aussi des traits anxieux. Si vous avez des enfants qui ont plus tendance à être anxieux, généralement, on peut retrouver un peu plus de somnambulisme que chez quelqu'un qui n'est pas anxieux. Chez les adultes, ça peut être aussi associé à des problèmes psychologiques et ou à un niveau intense de frustration non exprimé le jour. Alors, comme le docteur Morin disait tantôt, chez les bons dormeurs, on dit ce qu'on a à dire le jour, tandis que les gens qui souffrent d'insomnie ou qui ont des difficultés de sommeil, parfois, on garde peut-être trop ça en dedans. Alors, il faut s'exprimer, exprimons-le. Le traitement pour le somnambulisme, alors,
c'est faux de penser, un des mythes, c'est que c'est dangereux de réveiller quelqu'un qui est somnambule. C'est faux. Mais c'est possible que cette personne-là soit très surprise que vous la réveillez. Donc, faites attention. OK? Surtout si elle a un couteau dans les mains et elle est en train de faire de la grande cuisine. C'est pas le temps. OK? Parce que c'est anxiogène et ça peut être difficile pour la personne. Ce que je vous conseillerais plutôt, surtout avec les enfants, c'est qu'on essaie de... C'est pas fou de mettre le plat d'eau au pied du lit. Parce qu'on va mettre les pieds dedans, puis oups, attends une minute, là, c'est changement. Généralement, on essaie d'aménager les pièces, que ce soit au rez-de-chaussée, pour pas qu'il y ait des escaliers. Parce que c'est sûr qu'on peut très bien descendre les escaliers, les monter à plusieurs reprises. On peut avoir des conversations avec ces gens-là le temps qu'ils se promènent dans la maison aussi, sauf qu'il y a toujours des risques d'accident. Alors, il faut faire attention. Les meubles au coin pointu, on essaie de faire attention, d'essayer de les enlever le plus possible du chemin de la personne. Mettez double loquet s'il faut sur la porte, on barre bien les fenêtres, on essaie de garder ça comme ça parce qu'il y en a qui sortent par la fenêtre ou qui sautent par la fenêtre. On ne sait pas des fois qu'est-ce qui se passe. Mais le plat d'eau, est-ce que ça réveille l'enfant quand il met les pieds dedans? C'est juste que ça va faire un changement de sensation. Puis c'est comme s'il ne s'attend pas à avoir ça, il s'attend à voir son plancher, son tapis ou quelque chose comme ça. Exactement. Il va retourner dans son lit. Alors, ça peut être une des façons qui pourrait aider. Alors, là, je vous ai mis une conclusion. Je vais revenir parce que je vais vous présenter ce trouble-là. Ce qu'on appelle justement le trouble du désordre du sommeil paradoxal. Alors, on le voit surtout chez les hommes de plus de 60 ans, dans 87,5% des cas. Alors, ceux qui en souffrent ont plus de 60 ans. C'est les comportements agressifs la nuit, mais non le jour. Souvent associé au précédé de rêves très angoissants ou effrayants. C'est associé beaucoup à la maladie de Parkinson et à la narcolepsie. Et puis, narcolepsie qui est un autre trouble du sommeil. Dans le temps, on les appelait, c'était la maladie de Gélineau. On disait que ces gens-là étaient paresseux, ils tombaient endormis un petit peu partout, encore une fois, semblable à l'apnée. Mais ces gens-là, la particularité, contrairement à ce que le docteur Morin a dit, quand on tombe endormi, on va dans le stade 1, le stade 2, 3 et 4, ou comme il a dit, on ne peut pas choisir du 3-4. Ces personnes-là tombent endormies, mais en sommeil paradoxal, tout de suite. Alors, on ne va pas à travers les autres stades de sommeil. Alors, il y a comme un manque de sommeil à gagner, il y a beaucoup d'éveil aussi, puis on n'a pas le choix pour faire des siestes pendant la journée. Alors, 14% des gens qui souffrent de narcolepsie ont aussi le trouble comportemental en sommeil paradoxal, le REM Behavior Disorder. Puis il y a 25% des cas qui rapportent aussi de la somnologie ou des myoclonies nocturnes. Alors, j'espère que je l'ai avec moi. Je crois que oui. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de trouver mon son, là. Oh, c'est... Inconfortable. Alors, ce trouble-là, comme vous avez vu, ça vous a fait rire un peu. Malheureusement, quand vous êtes le conjoint ou la conjointe de cette personne-là, c'est un peu moins drôle. On a de plus en plus de difficultés, pas de la difficulté, mais je veux dire, on a de plus en plus de troubles du sommeil liés un peu à ça. La violence pendant le sommeil, je ne sais pas si vous avez vu les manchettes il n'y a pas tellement longtemps. Le viol pendant le sommeil aussi, puis la personne rapporte qu'elle en était inconsciente. Alors, on doit tout amener les gens en laboratoire à ce moment-là pour
justement documenter tous les comportements qu'il peut y avoir pendant la nuit. Bien souvent, il y a une partie qui est psychologique, en effet. Il peut y avoir une non-expression pendant la journée, comme on dit, on garde tout en dedans, puis on amène ça quand on va se coucher le soir. Ça peut avoir une incidence sur les troubles du sommeil comme tel, mais il y a souvent aussi une partie qui est très physiologique. Alors, il faut un diagnostic. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont les terreurs nocturnes et le cauchemar. Je vous fais une petite différence. Ces terreurs nocturnes, on l'appelait Nocturnus incumbus. Puis pourquoi on l'appelait comme ça? Bien, ça vient du latin. Parce qu'on a l'impression qu'on avait une pression, qu'on avait un poids incroyable sur la poitrine. OK? Et puis, il y a 17% des enfants qui font des terreurs nocturnes. Dans ce cas-là, c'est vraiment l'enfant se réveille, il ne se souvient pas de ce qu'il a rêvé. Il peut peut-être vous dire, il y avait une grosse araignée ou il y avait un monstre. Dans la période des monstres, justement, on dirait qu'il y en a un petit peu plus. Mais il est en pleurs et il est inconsolable. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour ça. Alors là, tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de le calmer. OK? Puis ça apparaît, les terreurs nocturnes, dans les stades 3 et 4 du sommeil. Comparativement au cauchemar qui, lui, apparaît en sommeil paradoxal. OK? Donc, ça veut dire qu'on a tout le temps une certaine activité cognitive dans tous les stades du sommeil, mais que c'est l'imagerie qui est différente. C'est de la façon dont on se souvient ou la vivacité qui diffère. Si on compare chez une population adulte, on voit que le cauchemar, on a 5 à 7 % de la population qui en fait. Puis si je vous demandais combien parmi vous font des mauvais rêves. Souvent, un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Selon la définition qu'on adopte, j'aimerais tout de suite vous mentionner qu'il y a à peu près 60 % du contenu de nos rêves qui est négatif, et même plus. Alors, c'est normal que la plupart des rêves qu'on a, ils ne sont pas vraiment jojo, OK? Ils ne sont pas beaux. Alors, mais quand même, cauchemars qui vont occasionner des éveils, qu'on va avoir de la difficulté à se rendormir. Et chez la terreur nocturne, chez l'enfant, on en a aussi que c'est comme ça. L'enfant ne voudra pas se rendormir parce que ça a été trop anxiogène pendant la nuit. Sans compter que ça dérange les parents qui se lèvent pour aller justement aider l'enfant ou pour essayer de calmer l'enfant. Ça peut être aussi une source d'anxiété pour les parents, puis on peut se retrouver en privation de sommeil. Chez les adultes, ceux qui font des terreurs nocturnes, on en a seulement de 1 à 2,2 % de la population. Ça descend grandement. Puis souvent, chez les adultes, on dirait que c'est associé à un grand stress. OK? Par exemple, moi, je me souviens de l'exemple que j'ai en tête, c'est mon professeur à moi qui enseignait le cours de sommeil et rêve, qui disait qu'avant sa soutenance de thèse, qui est un moment très anxiogène, là, quand on a à soutenir notre thèse, il avait rêvé, tout ce qu'il se souvenait, c'est qu'il y avait un ours dans son rêve, puis l'ours était pour l'attaquer, puis il s'est réveillé, puis il avait les pattes dans les airs collées sur le mur. Mais là, il était en panique totale parce que pour lui, l'ours était toujours présent. Et que dans une des techniques pour aider à mieux dormir, c'était de restreindre le temps qu'on passe au lit. Il a parlé aussi de perception. Okay? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau perceptuel, quand on va réveiller les gens en stade 1, ils nous disent « Non, 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 je ne dormais pas. Okay? » Chez les gens qui souffrent d'insomnie, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une différence entre ce que nous, on enregistre en laboratoire et ce que vous percevez. Les bons dormeurs ont tendance à surestimer le temps total qu'ils dorment. Tandis que chez les gens qui souffrent d'insomnie, on le sous-estime. Pour ce qui est de la latence d'endormissement, le temps que ça prend à s'endormir, puis le temps qu'on est éveillé pendant la nuit, les gens qui souffrent d'insomnie vont surestimer ce temps-là. Tandis que chez les bons dormeurs, on sous-estime. Un bon dormeur, par exemple, va dire « ça me prend 5 minutes à m'endormir ». Quand on l'amène en laboratoire et qu'on l'enregistre, 30, 35 minutes, quelque chose comme ça. Tu sais? Selon la définition de la latence d'endormissement. Pour les éveils pendant la nuit, je ne me suis pas réveillée de la nuit, j'ai super bien dormi. 5-6 éveils, 3-4 minutes chacun. Bon, on ne s'en souvient pas.
Tandis que pour les gens qui souffrent d'insomnie, ils vont peut-être être éveillés 15-20 minutes pendant la nuit. Nous, c'est ce que nos machines nous disent, mais elles vont nous rapporter 40, 45 et 50 minutes. Ce que je vous dis, c'est que si vous êtes dans votre lit, puis vous passez, je ne veux pas minimiser des difficultés de sommeil, mais si vous êtes dans votre lit, OK, vous ne sortez pas de votre lit, il y a des chances que vous dormiez. Le sommeil, il est léger. Vous avez peut-être l'impression que vous ne dormez pas, mais vous récupérez quand même un peu. L'autre chose, c'est que souvent, puis ça, c'est aussitôt que quelqu'un participe à une étude ou vient dormir une première nuit en laboratoire, il y a une chose qui se produit. Les gens qui souffrent d'insomnie, qui viennent dormir en laboratoire la première nuit, souvent, on a enlevé tous les stimuli qui sont généralement associés à la chambre à coucher chez vous, OK? Ou je ne sais pas, chez vous, vous avez peut-être une télé dans votre chambre, vous avez peut-être un ordinateur, vous avez peut-être d'autres choses, je ne sais pas ce que vous avez, OK? Ou vous avez votre femme, ça ne vous tente pas de l'avoir, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que si on enlève tous ces stimuli-là, tout ce qui est relié à votre chambre à coucher, puis on vous amène dormir ailleurs. Les gens qui souffrent d'insomnie dorment souvent mieux ailleurs la première nuit que les bons dormants. Les bons dormants, c'est le contraire. Eux, on les enlève dedans le truc à la maison. Première fois quand ils vont en voyage, la première nuit à l'hôtel, la deuxième nuit à l'hôtel, ça dort, tu mal un peu, ça prend une couple de jours avant de s'habituer. Tandis que quelqu'un qui souffre d'insomnie, souvent c'est le contraire. Il va quand même mieux dormir la première nuit, deuxième nuit, puis après ça, bon là, son rythme, son patron va embarquer. Alors, c'est des observations qu'on fait. Alors, il peut y avoir, il n'y a pas juste une seule réponse, il peut en avoir plusieurs.